Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Les fonctions de hachage constituent une primitive cryptographique essentielle. On entend par primitive cryptographique un algorithme élémentaire sur lequel repose ensuite toute cryptographie plus sophistiquée, comme des questions de protocole et de sécurité informatique. Un exemple étant des histoires de consensus distribuées sur Internet ou dans des réseaux de crypto-monnaies. Le mot « élémentaire » doit être entendu au sens mathématique. Il ne veut pas dire simple. La construction d'une fonction de hachage est au contraire très compliquée, mais fondamentale, au sens où l'étaient les éléments d'Euclide, par exemple. L'idée de fonction de hachage remonte probablement au début de la théorie de l'information, bien qu'elle n'ait été formalisée que dans les années 70, semble-t-il. Le concept répond en effet à différents besoins en mathématiques et en informatique. Il apparaît naturellement lorsque l'on cherche à créer des nombres pseudo-aléatoires nécessaires pour mener à bien des simulations de Monte-Carlo, mais aussi lorsqu'il s'agit de conserver des empreintes de chaînes de caractères possiblement longues, comme le fait un ordinateur qui garde en mémoire la trace d'un mot de passe plutôt que le mot de passe lui-même dans des procédures d'authentification. C'est, semble-t-il du reste, dans ce cadre que le concept de fonction à sens unique a été avancé la première fois dans un livre d'informatique écrit en 1972 par Maurice Wilkes, un informaticien britannique. Diffie et Hellman, deux célèbres cryptographes américains, lui accordent une attention particulière dans un article fondateur de 1976. Puis Ralph Merkell, un autre cryptographe américain, l'étudie dans sa thèse en 1979. Ce dernier va proposer une méthode appelée construction de Merkell-Damgard pour en créer effectivement à partir d'une fonction dite de compression. Je cite ici Ivan Damgard, un cryptographe danois étant parvenu aux mêmes conclusions que Merkell en menant des recherches indépendantes en 1989. La méthode fait du reste apparaître la notion de bloc de données, que l'on mélange. Comme quoi, le concept de bloc n'est évidemment pas propre au blockchain. Merkell a proposé concrètement un premier exemple de fonction de hachage avec Snefru en 1989. Il s'en est suivi une longue liste de fonctions de hachage. Citons par exemple MD4 par Ronald Rivest en 1990, puis MD5 l'année suivante, et les différentes familles SHA, acronyme de Secure Hash Algorithm, en anglais, par exemple SHA-0 en 1993, SHA-1 en 1995, SHA-2 en 2001, SHA-3 en 2016. Ces familles ont été conçues ou recommandées par la NSA, l'Agence nationale de sécurité des États-Unis. Notons qu'il existe aussi une famille de fonctions de hachage cryptographique issue d'un programme de recherche européen, la famille RIP-MD en 1992. L'expérience montre que toutes ces fonctions de hachage ont une durée de vie limitée et finissent par être cassées les unes après les autres. Cassées signifie que les fonctions ne sont alors plus considérées comme fiables, car ne vérifiant plus les conditions qui définissent une bonne fonction de hachage. Une bonne fonction de hachage doit en effet obéir à différents critères. L'ensemble de départ de la dite fonction est a priori infini, ce qui en fait une fonction particulière. N'importe quoi peut être haché, mais l'ensemble d'arrivée est fini, bien que très grand. L'image d'une chaîne de
petit n caractères doit être facilement calculable. La complexité de l'algorithme doit être linéaire en grand O de n. Les images calculées par la fonction de hachage, appelée h, doivent sembler uniformément réparties parmi toutes les valeurs possibles. Concrètement, si on divise l'espace d'arrivée d'une fonction de hachage en n sous-ensembles et qu'on considère arbitrairement l'image de petit m éléments, eh bien, ceux-ci doivent être uniformément répartis parmi les n sous-ensembles. Chaque sous-ensemble doit contenir environ m sur n h, ce qui conduit à l'utilisation de tests statistiques pour vérifier que ce soit le cas. Enfin, et surtout, la fonction de hachage doit être dépourvue de collision. Une collision en cryptographie est la donnée de deux antécédents, appelés aussi pré-images, x et x', ayant la même image, f de x égale f de x', par une fonction de hachage f. Les cryptographes sont plus précis et définissent trois critères distincts. Résistance à la première préimage, savoir fonction à sens unique. Étant donné un h possible, y, il est impossible de trouver un antécédent x tel que f de x égale y. Résistance à la seconde préimage, savoir résistance faible. Étant donné un antécédent, x, il est impossible de trouver un second antécédent x' distinct de x, tel que f de x égale f de x'. Enfin, troisième condition, absence de collision, résistance forte. Il est impossible de trouver deux antécédents distincts x et x' possédant la même image par f de x égale f de x'. En réalité, étant donné que l'ensemble de départ est infini, tandis que l'ensemble d'arrivée est fini, une simple application du principe des tiroirs montre qu'il y a toujours des collisions possibles. Si l'ensemble d'arrivée est de cardinal grand N, il suffit de considérer grand N plus 1 préimages possibles. Deux d'entre elles auront forcément la même image par f, d'où l'existence d'une collision. Donc, impossible veut dire juste calculatoirement impossible, c'est-à-dire impossible avec les moyens dont on dispose et qui changent au cours du temps. L'attaque imaginée ci-dessus pour produire une collision est une attaque dite par force brute. Elle consiste à passer en revue des tas de préimages possibles et calculer leur h. Avec une probabilité 1, elle conduit à une collision, mais elle est impossible à mener en pratique si grand N est très grand. Une version probabiliste du principe des tiroirs se rencontre dans la vie de tous les jours. Si une classe surchargée contient plus de 366 élèves, alors, certes, suivant le même argument, il est certain qu'au moins 2 élèves fêteront leur anniversaire un même jour. Mais si une classe contient juste 23 élèves, il y a aussi une probabilité d'au moins 50% pour que cela soit le cas. C'est le paradoxe des anniversaires, qui en réalité n'en est pas un. De la même façon, on peut montrer qu'il suffit de passer en revue un ensemble de préimages dont l'ordre de grandeur est environ grand O de racine de n pour obtenir une collision avec une probabilité d'au moins 50%. Cette attaque, par force brute, s'appelle aussi parfois attaque des anniversaires. Les cas d'usage des fonctions de hachage sont nombreux. Elles servent à définir l'empreinte numérique d'un fichier, par exemple, ce qui est utile lorsqu'on veut s'assurer qu'un téléchargement s'est bien passé et qu'on dispose bien du fichier voulu et non d'un fichier corrompu. Il suffit pour cela de calculer le hash du fichier téléchargé et de le comparer à celui du fichier annoncé, pour peu qu'il soit affiché sur le site de téléchargement.
Autre cas d'usage, la possibilité de réaliser des procédures de mise en gage. D'une certaine façon, on peut prouver qu'on détient un secret qu'on ne révélera que le moment voulu. Enfin, un autre cas d'usage est la possibilité de créer des casse-têtes cryptographiques, non pas impossibles à résoudre, mais très compliqués. Au lieu de chercher à résoudre f de x égale y pour un y donné, ce qui est calculatoirement impossible pour une bonne fonction de hachage, on demande de résoudre un problème du type f de x appartient à grand Y, où grand Y est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivées de tous les h possibles qui n'est pas réduit à un singleton. Suivant la taille de grand Y, le problème est plus ou moins difficile. On peut aussi imposer f de k bar x appartient à grand Y, où k est une chaîne de caractères fixée et le symbole bar signifie la concaténation entre deux chaînes de caractères. Le problème ne peut se résoudre que par force brute et on peut montrer que le temps de calcul mis pour trouver un résultat x possible doit suivre une loi exponentielle, ce qui autorise, là encore, d'autres possibles tests statistiques pour vérifier qu'une fonction donnée est une bonne fonction de hachage. Le problème exposé ci-dessus est une version simple de la recherche de preuve de travail. Étant donné x et un niveau de difficulté d, trouver un nonce y tel que if f de x slash y slash d inférieur à 1 sur d revient à chercher une preuve de travail. La difficulté de ce problème est d'autant plus importante que d est grand. En supposant que f est à valeur dans 0,1, on peut même, dans ce cas, donner une interprétation de d. Étant donné que, par hypothèse, f est uniformément réparti dans 0,1 en tant que bonne fonction de hachage, et que 0,1 peut être recouvert par des intervalles disjoints de longueur 1 sur d, à savoir 0,1 sur d, 1 sur d, 2d sur d, etc., eh bien d est aussi le nombre de h qu'il faut calculer en moyenne avant d'espérer obtenir une solution au problème. En général, dans une recherche de preuve de travail, le paramètre de difficulté est le nombre moyen de calculs qu'il faut effectuer avant de trouver une solution. Notons pour finir que Bitcoin s'appuie sur différentes fonctions de hachage. RIP MD 160, qui est nécessaire pour créer une adresse Bitcoin, ainsi que SHA-256. Cette dernière est surtout utilisée pour des questions de minage et est devenue particulièrement populaire avec l'avènement de Bitcoin. Bien que possédant des similarités avec SHA-1, qui n'est plus considéré comme sûr, la famille SHA-2, dont SHA-256 fait partie, n'a pas encore fait l'objet d'attaques dévastatrices. Ce n'est bien sûr qu'une question de temps.